Bonjour et bienvenue à Au-delà des limites. Bonjour Yvan Deslauriers. Bonjour Francine Forget. Ça va bien? Très bien, merci. Très bien. Et toi? Certainement. Et là, je sens qu'on va passer un très beau moment. Ah oui, Je moi vois aussi. déjà votre grand sourire. Ça s'annonce bien. Au-delà des limites, c'est une conversation d'1 heure, ouverte et sans complaisance avec des personnes déterminées, persévérantes et résilientes, qui vivent avec un handicap ou certaines limitations. On met cependant l'accent sur leur parcours et leurs projets. Ce balado est animé par Yvan Deslauriers et moi-même, Francine Forget. Aujourd'hui, on reçoit une personne qui est passionnée par l'art, l'industrie des spectacles, tout ce qui tourne autour, je dirais, de la communication orale et visuelle, tout ce qui va lui permettre d'être en contact avec les autres et de porter son humour et son talent. Pendant longtemps, il vit toujours avec une ostéogenèse imparfaite, donc les fameux os de verre. Il se déplace en fauteuil. Donc, pendant longtemps, il a cru que sa carrière se déroulerait derrière les caméras, comme monteur et réalisateur. Cependant, c'est un gars d'initiative, donc il a pris le taureau par les cornes, il a créé sa propre chaîne YouTube et il s'est mis à utiliser habilement les médias sociaux pour porter ses messages. Avec humour, il décrit des situations illustrant la vie des personnes handicapées. Et puis, on lui offre un premier rôle dans une série populaire à la télévision. Alors là, je vais dire une série de mots pour le présenter et peut-être même que j'en oublierai. Alors aujourd'hui, on reçoit Michel Corday, le YouTuber, le monteur, le réalisateur, l'humoriste, l'animateur, le comédien. Et je me suis même vraiment demandé si c'était pas aussi un chanteur en quelque part. Dans une autre vie, oui, en fait. Ah. Bonjour. Alors, bonjour, Michel Corday. Est-ce que tu t'es reconnu? Oui, ben en fait, c'est spécial d'entendre ça énuméré comme ça. De son vivant? Oui, de son vivant, on peut dire ça. Mais je me dis que, coudonc, j'ai une bonne base pour une biographie. Moi, ça serait très, très bien, tout ça. Ben en fait, tu sais, j'ai déjà écrit beaucoup, alors moi, je suis prête. Mais merci, Michel, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très content d'être ici. Alors, au cours de la prochaine heure, on va regarder avec toi différents aspects, justement, de cette vie bien remplie jusqu'à maintenant. Oui. On n'aura pas le temps de tout dire et de tout faire, mais quand même, on aimerait ça commencer par le commencement, comme on dit en bon français. Nous, ça fait 2 fois qu'on te reçoit pour des petites entrevues dans le cadre d'une émission qu'on animait le vendredi. Oui. Maintenant, aujourd'hui, tu fais l'objet d'un balado. Imagine, hein, te monter en grade. Et puis, on voit pourquoi quand on se réfère à l'introduction. Sérieusement, dans quel milieu es-tu né, toi, Michel? Dans quelle sorte de famille? Moi, je suis né dans un milieu qui est très modeste, en fait. Mes parents, je suis le 3e de 4 enfants, donc j'ai 2 frères plus vieux. J'ai une sœur plus jeune. En fait, ce qui est important de dire, je pense, c'est que je suis le seul qui a un handicap dans la famille. Mon handicap, même s'il est génétique, c'est une mutation au début de la grossesse de ma mère qui a provoqué mon ostéogenèse imparfaite. Donc, mes 2 frères sont en parfaite santé. Ma sœur qui est née après moi est en parfaite santé aussi. Donc, je suis un petit peu l'exception qui confirme la règle qui est arrivée dans le milieu de tout ça. Moi, mes parents... mon père, à l'origine, il est suisse. Ma mère est allée là-bas, puis elle l'a rencontré, puis elle l'a ramené au Canada. Puis ils ont décidé de s'installer à Québec. Puis moi, ma mère est restée à la maison jusqu'à l'âge de 40 ans pour élever les enfants. Donc, mon père travaillait seul. On vivait dans une petite maison en rangée. Officiellement, c'était Sainte-Foy, mais sur la bordure de l'ancienne Lorette à Québec, proche de l'aéroport. Puis c'était vraiment très modeste comme milieu. Mais en même temps, c'était un bel apprentissage parce que moi, j'ai eu des grands frères qui étaient des modèles que je voulais suivre, même si je n'avais pas nécessairement toujours les capacités physiques pour le faire. Pourquoi c'était des modèles pour toi? Ben, parce que je pense que comme n'importe quel petit frère, on veut suivre les grands frères dans les aventures. Mais ce qui est bien, c'est que mes parents m'ont jamais fait sentir comme si j'étais différent des 3 autres enfants de mes frères et de ma sœur dans ma famille. Ils m'ont toujours considéré comme un enfant parmi d'autres avec
avec les avantages et les désavantages, c'est-à-dire dans le sens où ils n'ont pas voulu me surprotéger ou me chouchouter, si on veut. Donc, ils m'ont vraiment poussé à expérimenter, à aller faire mes erreurs, apprendre de la vie, de mes propres expériences. Puis moi aussi, je pense que naturellement, j'étais un petit peu casse-cou comme n'importe quel petit gars. Mais ouais, c'est drôle parce que les souvenirs de mon enfance, je trouve ça un peu particulier d'y retourner parce que pour moi, c'est pas nécessairement des souvenirs qui sont faciles parce que c'était une époque aussi où je me fracturais beaucoup plus, où j'étais beaucoup plus fragile, j'étais plus souvent à l'hôpital. Donc, c'était une période où il y avait beaucoup d'apprentissage, de réapprentissage. À une certaine époque, je faisais de la marche plus comme des exercices, mais j'ai un petit peu abandonné ça en cours de route parce que j'étais tanné de me blesser, de réapprendre à marcher, tout ça. Donc, c'est une période aussi où j'allais suivre des traitements à l'hôpital. Donc, mon enfance, j'ai un petit peu mis ça derrière moi, dans ma tête, pour me concentrer sur le plaisir que j'ai aujourd'hui dans ma vie d'adulte puis dans ma carrière qui va bien présentement. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, cette ostéogenèse, ces os de verre, il y a encore des conséquences aussi importantes que ça l'était à l'époque? Il y a toujours des conséquences quand il y a des accidents qui se produisent. En fait, c'est-à-dire que c'est une question qui est quand même très complexe parce qu'aujourd'hui, j'arrive à un âge où est-ce que les défis auxquels je suis confronté ont autant un lien avec le fait que ça fait très longtemps que je suis en fauteuil roulant, plus même, je dirais, que la raison pour laquelle je suis en fauteuil roulant. C'est-à-dire qu'il y a une usure des bras, des épaules, du corps en général, qui vient avec les défis du quotidien, de devoir vivre avec cette limite-là, qui me pose plus de problèmes que les fractures que je pourrais avoir si je me casse. Mais en même temps, je vous dis ça, puis je peux vous raconter quelque chose dont je n'ai pas parlé publiquement encore, mais je me suis fracturé les 2 jambes l'automne passé. Et ça a eu des conséquences très très compliqué parce que j'étais au milieu de beaucoup de projets de télé. J'ai été obligé de prendre une pause à cause de ça. Il y avait beaucoup d'incertitudes par rapport à est-ce que j'allais être capable de tourner la saison 3 de Vestiaire? Est-ce que j'allais être capable de finir même la saison 1 d'Espace réservé? C'est arrivé un drôle de timing. Donc oui, il y a des conséquences, mais ce que j'ai beaucoup apprécié, par exemple, dans le moment plus difficile que j'ai vécu l'automne dernier, c'est que tout le monde dans mon entourage, dans ma vie professionnelle, a vraiment fait beaucoup d'efforts pour que je sois capable de poursuivre mes projets. Donc, ils ont décidé de m'attendre, de me dire « Michel, prends le temps que tu as besoin, puis on va tourner quand tu seras prêt à revenir, finalement. Mais donc, est-ce qu'il y a des conséquences? Oui, mais je dirais qu'il y a aussi des choix de vie qui viennent en conséquence dans la mesure où je suis beaucoup plus prudent qu'avant pour éviter de me retrouver dans ce genre de situation-là. Est-ce que une forme d'entraînement physique, est-ce que tu dois suivre des exercices particuliers à ta condition? Particulier. Disons qu'il y a un certain équilibre que je dois trouver parce que mes exercices ne doivent pas devenir un risque que je me blesse et que ça me nuise davantage. D'accord. Donc, il y a certaines choses, certaines activités que j'essaie de garder dans mon quotidien. Je peux donner un exemple. Je pourrais avoir de l'aide au ménage, puis probablement que c'est quelque chose dont je pourrais beaucoup bénéficier, mais pour moi, c'est un exercice de faire le ménage chez nous. Donc, c'est quelque chose que je garde dans ma cour pour l'instant pendant que je suis capable de le faire parce que c'est un petit peu mon workout quotidien. C'est sûr que quand je me blesse, il y a des exercices de physiothérapie que je peux faire pour essayer de récupérer la forme physique, mais sinon, je n'ai pas de programme précis. En fait, c'est celui que je décide de m'imposer à moi-même qui va devenir mon programme pour rester en forme. Bon, il y a la culture aussi, évidemment, dans laquelle tu as baigné. Je pense que quand tu étais jeune, d'ailleurs, j'ai fait un oubli, là, Mathieu, notre régisseur, m'a rappelé à l'ordre. J'ai oublié de dire que tu étais aussi photographe. Et je vais te demander si tu es aussi musicien, parce que ton père donnait des cours de piano. Oui, mon père a été professeur de piano pendant longtemps. Mon père a fait venir par bateau le piano à queue qui est de chez ses parents quand il est déménagé au Canada. Donc moi, toute mon enfance, on avait un piano dans le salon qui prenait la moitié du salon. Puis j'ai été élevé avec ça, avec de la musique dans ma famille. Mon frère a joué de la clarinette, ma sœur a fait du chant classique aussi. Moi, j'ai fait un petit peu de chant très, très jeune. Après ça, j'ai fait de la batterie pendant quelques années, au désespoir de mes parents.
Puis après ça, je me suis intéressé un peu à la composition musicale. Puis c'est quelque chose qui est un petit peu sorti de ma vie présentement, mais j'aime bien retourner à la musique de temps en temps. Oui, la batterie, entre autres. Hein? Oui. Ouais. Oui, la batterie, mais ça n'a pas duré très, très longtemps parce que c'était très physique comme instrument, puis c'était à une époque où j'avais des problèmes de santé, des problèmes de dos aussi. Là. Donc, tout ça a fait en sorte que ça a un petit peu précipité mon arrêt de ce côté-là. À un moment donné, tu décides de t'inscrire à l'INIS, Oui. l'Institut national de l'image et du son. Il y a plusieurs personnes qui passent par cette... Oui, bien, c'est-à-dire qu'on décide qu'on s'inscrit à l'INIS, mais encore faut-il que le comité de l'INIS Oui, décide de nous accepter aussi. Alors, Ça, Monsieur Corday, vous m'enlevez les mots de la bouche. Oui, c'est ça. Parce qu'effectivement, c'est une école prestigieuse et n'entre pas qui veut là. Mais toi, tu t'es présenté là, tu as été accepté. Et à ce moment-là, est-ce que tu avais en tête de rester derrière la caméra? C'est-à-dire, est-ce que tu avais fait un choix en disant « je pourrai jamais être devant la caméra » ? D'abord, je veux préciser que j'ai été accepté à ma deuxième demande. Ils m'ont refusé une première fois. OK. Donc, ça ne s'est pas fait naturellement. Ça illustre juste ta persévérance. Oui, c'est ça. Est-ce que j'avais fait un choix, une croix? C'est dur de répondre à cette question-là avec le recul puis la vie que je mène présentement parce que, disons que je ne pensais pas que les circonstances se présenteraient pour que je puisse faire un retour devant la caméra. Mais la société a beaucoup évolué depuis ce temps-là, puis c'est pas juste mon choix personnel à moi, c'est la façon dont l'écosystème s'est transformé pour faire une place aux personnes handicapées qui a permis ça. Donc, mais non, effectivement, à cette époque-là, c'était pas vraiment envisageable pour moi parce que je me disais, il n'y a pas d'opportunité de casting, il n'y a pas d'opportunité de visibilité pour les gens comme moi. Puis je m'intéressais beaucoup à la réalisation. J'avais des ambitions de réalisateur, je les ai encore, d'ailleurs. Oui. Puis je m'intéresse beaucoup, au storytelling, peu importe la forme que ça prend. C'est pour ça que, oui, j'ai l'air d'avoir beaucoup de titres dans tout ce que je fais, mais dans tout ce que je fais, je fais essentiellement la même chose, c'est-à-dire raconter des histoires. Ouais. C'est juste la manière qui change, mais que ce soit devant ou derrière la caméra, moi, c'est ça qui m'intéresse. Après ça, c'est sûr que je suis très content que les choses aient changé puis que j'ai l'opportunité de faire une carrière devant la caméra maintenant. Mais je ne peux pas dire que c'est quelque chose sur lequel j'avais complètement mis une croix. Parce que je pense que j'espérais que ça se produise, mais je ne savais pas trop comment ça serait possible. Oui, c'est ça. À l'école, tu avais touché un petit peu au théâtre, non? J'ai fait du théâtre dans des cours privés plus jeunes, oui. J'ai fait plus à l'adolescence, je dirais entre l'âge de 15 et 18, 19 ans à peu près. J'ai fait du théâtre. J'ai même été la réplique d'une de mes amies pour ses auditions au conservatoire. Oui. Mais j'avais jamais considéré le faire pour moi-même parce que je pensais pas qu'il y avait de possibilités de casting assez importantes ou suffisantes pour pouvoir faire carrière là-dedans. Donc, on va parler justement de l'après-INIS, hein, parce que ça a quand même marqué de façon importante ta vie, tout ce qui s'en est suivi. Et puis pour ça, bien, on va demander à un de tes amis de se joindre à nous, Philippe Miguel. Bonjour, Philippe. Bonjour. Michael. Exact. Ah oui. Miquel, M-I-Q-U-E-L. Ah, ben là, Miquel, D'accord. excuse-moi. C'est pas grave, je suis habitué. En fait, quand les gens disent bien mon nom, je les félicite. OK. Alors là, on recommence. Donc, on accueille maintenant un grand ami de Michel. Il s'appelle Philippe Miquel. Bonjour. Bonjour. Alors, comment vous êtes-vous rencontrés? On s'est rencontrés justement à l'INIS. Oui. Je me rappelle à l'époque, les gens de l'INIS avaient demandé à Michel de réaliser un film promotionnel. Oui, promotionnel, presque publicitaire pour les 10 ans, 10 ans de l'INIS. les 10 ans de l'Association des écoles supérieures d'art de Montréal, qui est devenue l'Association des écoles d'art supérieures du Québec. Puis on avait été approchés pour faire ce projet-là ensemble. Donc, c'est comme un match que l'INIS avait fait. Mais on ne se connaissait pas du tout à ce moment-là. C'était sur la faute à l'INIS. Oui, c'est ça. Ça, c'était pas pour l'INIS, ça. Non, c'était pour l'ADESAM. Ah, ben je savais même pas ça. Ça vous plaît, ça? On peut revenir. C'est ça. Non. Ben, en fait, ce qui est arrivé, c'est que j'avais travaillé un peu sur le projet, tout ça, comme au niveau de la production. Oui. Puis je me rappelle ils avaient besoin de quelqu'un pour faire une séance d'animation là-dedans. Oui, c'est vrai. Et puis là, c'était comme le dernier week-end de montage. Fait que tous les deux, on a passé le week-end ensemble dans les salles de montage de l'INIS. Puis Michel, je l'avais aperçu comme ça à travers les activités de l'INIS, mais je le connaissais pas.
Puis là, on a sympathisé, là, puis on a commencé à avoir du fun. Puis il m'avait bien encouragé, là, justement, puis j'avais aimé ça, travailler avec lui. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Je pense qu'on a un peu le même profil sur beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on est deux couteaux suisses. On a développé beaucoup de compétences dans des domaines qui sont très, très différents. Puis on aime ça, très variés. Puis on aime ça se relancer puis se challenger un peu sur différents aspects, surtout qui touchent à la technique en télé puis en cinéma. Là. Mais on a beaucoup des conversations sur tout ce qui est le pitonnage, puis le gossage de caméra, puis les micros comme ceux dans lesquels on est en train de parler présentement, puis tout ça. Puis la photographie. La photographie aussi. C'est moi tantôt qui a levé la main. Il disait, il fait de la photographie aussi. Je suis désolé d'avoir oublié ça. Je me le pardonne pas. C'est parce que c'est moi qui ai fait cette recherche-là. Tu vois comment la solidarité, moi, j'en aurais pas parlé. Mais... Puis là, cette amitié-là, ça s'est poursuivi. Oui, je pense que ça se fait toujours. On se croise toujours dans le cadre de projets. On développe toujours des petits projets ensemble. On s'appelle quand on a besoin de l'autre pour des petits contrats. Philippe m'a engagé pour un documentaire. Moi, j'étais engagé à quelques reprises aussi. De la photo, de la photo. Puis on s'organise même des petits photoshows juste pour le fun des fois. Moi, mes plus belles photos de portrait que j'ai, c'est Michel qui les a pris, là. Ah oui? Oui. Oui. Ouais. Parce que toutes mes photos de profil, là, c'est signé Michel Corday. Là. Mais il faut dire que, tu sais, je sais pas si ça t'arrive toi aussi, Michel, mais en étant dans le domaine, moi, je prends des photos aussi, je fais de la vidéo, mais c'est rare que c'est moi qui ai le sujet de la caméra, là, tu sais. Oui. Alors, Puis on est devenu aussi beaucoup prétexte à tester notre matériel sur l'autre. Quand quelqu'un de nous deux a un nouveau petit gadget, là, puis qu'on dit j'ai un nouvel objectif de caméra, mais je ne l'ai pas essayé, mais j'aimerais ça l'essayer avec quelqu'un avant de le rentrer dans un contexte plus professionnel, là, on s'appelle, puis on fait des tests ensemble. Exact. On essaie les affaires. Après l'INIS, Michel, oui. Tu as embarqué dans des projets, justement, de mise en onde, de création. Tu n'étais pas devant la caméra, tu étais en arrière. Oui, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on sort de l'INIS, il n'y a pas de file d'attente où est-ce qu'on peut aller se placer et dire « Hey, je suis sorti de l'INIS, maintenant, les réalisateurs, c'est ici, les producteurs, c'est là, et vous pouvez appliquer pour un emploi. » On est un peu maître de notre propre vie, puis il faut apprendre à développer des projets qui vont nous aider à nous faire connaître. Donc, ça a été une longue période où est-ce que j'ai un peu essayé de faire ma place avec plus ou moins de succès, mais je pense que c'est un peu le lot de beaucoup d'artistes d'apprendre à se faire connaître aussi, là, d'essayer de se démarquer. Puis, pour certains cas, ça prend plus de temps que d'autres. Moi, ça a été un petit peu plus long, mais c'est une époque où j'ai fait beaucoup de montage aussi. Là. C'est une époque où j'ai plus travaillé en télévision. Puis, est-ce que c'est un aspect de ta vie que tu aimes? Être en arrière, faire du montage, ne pas être connu comme là tu l'es présentement? Il y a des avantages puis des inconvénients à être derrière la caméra. C'est-à-dire que... Là, je m'embarque dans un sujet, puis je regarde Philippe, puis je suis comme... À l'aide? Non. Mais dans le sens où tu vas pouvoir... je pense que tu vas pouvoir corroborer ce que je dis, mais derrière la caméra, quand on est en montage, on est très, très seul. On passe beaucoup de journées dans des petits coins sombres à regarder les mêmes images en boucle. Puis des fois, on ne sait pas trop si c'est vraiment un vrai travail ou une méthode de torture qu'on subit parce que c'est beaucoup de temps seul. Donc, ce que j'aime d'être devant la caméra puis d'être sur les plateaux aujourd'hui, c'est le travail d'équipe, c'est les gens, c'est les rencontres. Oui, j'aime beaucoup travailler de mon côté sur mes petits projets, mes petites affaires de mon côté, mais j'aime encore plus me retrouver dans le feu de l'action sur un plateau de télévision, au cinéma, avec des gens, avec des collègues et puis des personnalités qui sont intéressantes à rencontrer. Ouais. Philippe, est-ce que tu as connu le même genre de parcours? Oui, c'est sûr. En fait, c'est que dans le milieu, tout le monde veut être réalisateur ou directeur de la photographie. Fait que c'est rapide. Où est-ce qu'on va essayer de nous mettre ailleurs que devant la caméra ou derrière, en réalisation, tu sais. Je sais que toi, un peu, Michel, c'est ce qui est arrivé. Les gens te voyaient bien comme monteur à la maison derrière l'ordi. Oui, puis à un moment donné... C'était pas si facile de te donner la place comme réal. Non, parce qu'à ce moment-là, tu viens avoir l'étiquette de monteur, puis c'est vrai que c'est une bonne porte d'entrée pour le milieu, mais à un moment donné, ça peut devenir aussi un frein à tes ambitions si tu ne joues pas tes cartes de la bonne façon. Ouais. Quand est-ce que Tutoriel avec Michel est arrivé?
Tutoriel avec Michel est arrivé par accident. C'est le moins qu'on puisse dire. Parce que c'est à la suite d'un accident où est-ce que je me suis retrouvé en convalescence, où est-ce que j'avais besoin d'un projet pour passer le temps, en fait. Puis je me voyais pas me remettre de ces fractures-là à ce moment-là, à rien faire pendant mes journées. Donc, j'avais une petite caméra chez nous, j'avais le minimum d'équipement pour tourner des capsules. Puis je me suis dit, je vais faire des jokes. En fait, Tutoriel avec Michel est parti d'une volonté de parodier un peu les YouTubers puis les influenceurs sur les réseaux sociaux. Puis finalement, je me suis fait prendre au jeu, puis ça a été... c'est l'inverse qui est arrivé, c'est-à-dire que j'en suis devenu un, moi aussi. Mais c'est vraiment parti plus d'un projet de passe-temps qui me permettait d'explorer d'autres blagues. Puis en fait, aussi de reprendre un petit peu le contrôle de mes projets. Parce que je pense que Tutoriel avec Michel est arrivé à un moment dans ma vie où est-ce que j'avais travaillé beaucoup avec les contraintes des autres, puis là, j'avais un peu envie de travailler sans contraintes, puis de me faire du fun juste à moi dans cette idée-là, de faire des capsules sur Internet. Donc, c'est arrivé par hasard, c'est un projet que j'ai vraiment démarré pour passer le temps, mais c'est de là d'où découle tout le reste, parce que Vestiaire est arrivé à cause de ça. C'est un point de départ. Est-ce que l'humour, c'est à ce moment-là que tu t'es dit j'aimerais ça partager ça avec d'autres? L'humour a toujours fait partie de ma vie, je pense. Tu es d'accord avec moi? Ben déjà, pendant longtemps, tu avais un blog, toi. Je me rappelle, tu écrivais, là. C'est vrai, j'ai fait ça. Puis l'humour grinçant était déjà là, tu sais. Oui. Ouais. Oui, OK, donc il faut ajouter blogueur à la liste. Tu notes ça? C'est ça. Et Michel, il écrit, c'est ça. T'es un gars qui écrit en plus, le scénariste, on pourrait mettre même. On pourrait mettre auteur aussi, oui. C'est ça. Son scénariste, auteur. En fait, je propose qu'on arrête l'entrevue immédiatement ici parce que la conclusion, elle va être très, 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 très longue. Hein? Oui, c'est ça, hein, Mathieu? On va commencer tout de suite la conclusion. Ben, ça serait mieux. Non, mais je peux vous raconter une anecdote. J'ai enregistré un autre podcast il y a pas si longtemps que ça, qui est pas encore sorti. Puis l'animateur, à un moment donné, il faisait un peu le même exercice de nommer tout ce que j'avais fait dans lui. Puis à un moment donné, il m'a regardé et il m'a dit, mais coudonc, y a-tu quelque chose que tu fais pas? Puis j'ai répondu, oui, marcher. Mais je trouvais que ça résumait assez bien. Mais ça, on a l'esprit parfait de Tutoriel avec Michel dans cette remarque-là. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Puis, ça résume. Ça résume assez bien, oui. Oui. Et moi, j'ai trouvé aussi, dans Tutoriel avec Michel, c'est un moment aussi, je pense, Michel, que tu as embrassé ta condition de personne en fauteuil roulant aussi. C'est vrai. Tu avais été comme à l'aise avec ça, puis c'est intéressant parce que c'est ça qui t'a permis de décoller après. Ben, c'est-à-dire que oui, tu as raison. Puis je pense qu'une des grandes fiertés que j'ai avec Tutoriel avec Michel, c'est quand il y a d'autres personnes handicapées qui m'ont écrit pour me dire que ça les rejoignait, que ce soit des gens avec ma condition ou non. Je me souviens particulièrement d'une capsule où est-ce que j'ai fait un résumé en moins de 2-3 minutes de c'est quoi l'ostéogenèse imparfaite, ma maladie, qui est quand même un sujet très, très, très complexe quand on connaît pas ça. Puis il y a quand même plusieurs personnes qui ont l'ostéogenèse imparfaite ou qui ont été en contact avec ça, qui m'ont écrit pour me dire c'est le meilleur résumé que j'ai entendu toute ma vie. Donc, c'est... Mais à l'inverse, moi, j'ai appris plein de choses sur ta réalité. Oui. Je retiens encore, je m'excuse, je t'en ai déjà parlé, mais la capsule où tu parles de ton anniversaire et du genre de cadeau que tu aimerais recevoir, puis ça m'a ouvert des yeux vraiment... J'avais jamais pensé. C'était quoi que j'avais dit déjà dans cette capsule-là? C'est ton anniversaire s'en venait, puis tu donnais des exemples de cadeaux que tu aimerais recevoir, puis des choses comme ça. Non, mais moi, ça m'a quand même ouvert des horizons que je connaissais pas du tout. C'est très bon, ça. Je pense que je m'en souviens plus. Je vais retourner voir qu'est-ce que je dois demander pour ma fête cette année. Qui est au mois de septembre. Au mois de septembre, oui. Bon, mais justement, en parlant d'horizon, on va s'en aller dans le vestiaire. On remercie Philippe d'avoir partagé ces moments avec nous et notre invité. Alors, merci beaucoup. Et bien oui, on va s'en aller du côté de vestiaire. Est-ce qu'au début, tu avais déjà été au courant ou mis en contact d'une façon ou d'une autre de la série française? Parce que c'est une idée française développée dans la télévision française. Non, en fait, moi, j'ai appris l'existence de Vestiaire au moment où j'ai été approché pour auditionner pour le rôle. Comment ça s'est fait, cette approche-là? En fait, c'est assez spécial parce que la production
qui travaillait sur le pilote de Vestiaire est tombé sur une de mes capsules web, un petit peu par accident sur Facebook. Puis c'est à la suite de cette capsule-là qu'ils ont décidé de m'inviter en audition. Moi, je ne savais pas qu'il y avait des auditions qui se faisaient pour ça. Eux ne me connaissaient pas. Donc, c'est vraiment un grand hasard. Puis la directrice de casting m'a approché sur Instagram. Puis, sur le coup, je pensais même que c'était un courriel indésirable, là, un spam. Puis, il a fallu que j'aille fouiller un peu pour voir que c'était bien une vraie personne crédible qui m'approchait, parce qu'elle me demandait mon courriel, j'ai une proposition de projet à t'envoyer, tout ça. Puis, en fait, j'ai appris l'existence de Vestiaire à ce moment-là. Puis j'ai fouillé plus pour essayer de voir qu'est-ce qui avait été fait. Il y avait quand même plusieurs capsules françaises qui étaient disponibles sur YouTube, qui étaient en reprise sur TV5 à ce moment-là. Donc, c'était facile de trouver du matériel pour voir d'où est-ce que ça venait. Mais au moment où est-ce que j'ai passé l'audition pour Vestiaire, ce qu'il faut savoir aussi, c'était que les rôles n'étaient pas attribués. Donc, tous ceux qui ont fait l'audition l'ont fait sans savoir qui ils allaient jouer dans l'adaptation. Okay, sans jeu de mots, et c'était à l'aveugle. Oui, ben, d'une certaine façon, oui, on peut dire ça. Parce que, en fait, quand ils ont décidé d'adapter la série, ils se sont rendus compte très rapidement que ça n'allait pas nécessairement être possible de retrouver exactement les mêmes handicaps au Québec que dans la série française. Donc, la logique, ça a été de dire, on va d'abord trouver les personnes avec des handicaps qui sont capables de jouer devant la caméra et ensuite, on va adapter les personnages en fonction de qui est capable de jouer quoi. Donc, il existe des images de ces auditions-là où est-ce qu'on a vraiment tous le même texte, on joue exactement la même scène, le même personnage. Puis après ça, ils nous ont appelés pour dire, bon, toi, ton personnage, ça serait ça. Puis moi, ça a été assez rapide. Là. Ils m'ont donné des nouvelles, je pense, la semaine même ou la semaine d'après. Mais la série, encore là, était à une étape très incertaine parce qu'il fallait tourner le pilote, il fallait que Radio-Canada approuve. Il y a eu un très, très long processus. Moi, j'ai passé l'audition au mois de janvier. Puis on a commencé à tourner la saison 1 presque à la fin de l'année, au mois de novembre-décembre. Donc, ça a été presque une année complète d'espoir que ça fonctionne, mais sans trop savoir si la série allait se concrétiser. Comment tu as réagi quand tu as su que tu avais ce rôle, qui est quand même un rôle majeur là, dans la série? Là? Bien, j'étais très content, mais ça a été un été très stressant puis très déstabilisant parce qu'il y a une grosse partie de moi qui s'est demandé au moment où ce projet-là est arrivé dans ma vie, est-ce que je suis prêt à assumer les conséquences qui viennent avec le fait de jouer dans une série comme celle-là? Le fait Comme quoi? Bien, premièrement, on ne sait jamais si ça va être bon tant qu'on ne sait pas ce que ça donne. Oui, puis tu sentais que tu n'avais pas le contrôle comme quand tu réalisais tes propres projets. Bien, c'est même pas une question de contrôle, c'est une question de est-ce que la chimie va bien opérer? Est-ce que le projet va être bien casté, entre guillemets, au niveau de tous les personnages? Est-ce que ça va être une petite série qui va être suramie avec quelques milliers de codes d'écoute puis que ça va finir là? Ou si ça, il va vraiment avoir de l'envergure? Donc, si c'est un flop, est-ce que je suis prêt à assumer le fait que ça va être un flop? Si c'est un succès, est-ce que je suis prêt à assumer que ça va être un succès? Et surtout, si ça ouvre une place pour les personnes handicapées, est-ce que je suis prêt à assumer les responsabilités qui viennent avec le fait de devenir une image publique qui représente un peu les personnes handicapées dans l'univers médiatique? Et ça, je me suis posé la question très, très vite parce que je me doutais que Vestiaire, c'était le genre de projet qui pouvait ouvrir d'autres portes. Puis moi, j'ai une relation, je vais dire, complexe avec mon handicap, c'est-à-dire où je comprends que c'est un élément qui est très identitaire, qui fait partie de qui je suis, mais je n'ai pas envie que ma vie se résume à ça. Puis, c'est tout le temps ça, le risque, en fait, de dire à Michel, oui, l'humoriste, l'animateur, le comédien, mais j'ai pas envie qu'on rajoute le mot handicapé après. Puis j'ai envie d'essayer de me sortir un peu de cette image-là, mais en même temps, je ne peux pas nier que c'est à cause de ça que j'ai la carrière que j'ai aujourd'hui. Donc, d'assumer les conséquences qui viennent avec ça, dont on perd un petit peu le contrôle parce qu'on ne sait pas comment est-ce qu'on va être perçu dans l'image des gens aussi. Est-ce que c'est assumé maintenant? Oui, absolument. Absolument. OK, tu étais à l'aise avec ça. Oui, je suis plus à l'aise avec ça parce que la réponse des gens est très positive aussi. Puis je pense que j'ai quand même assez bien profité des tribunes qui m'ont été offertes dans les dernières années pour exprimer ce point-là publiquement aussi. Puis dire aux gens, j'espère que vous comprenez que oui, c'est un rêve, oui, c'est le fun d'avoir ces personnes-là dans l'espace public, mais qu'on ne souhaite pas que notre vie se résume à ça.
On a envie que ça dépasse. On a envie d'être considéré pour les personnes que nous sommes et non pas pour les handicaps que nous sommes. Voilà. Est-ce que Michel et Mike se ressemblent en quelque part? Oh, wow! Question philosophique. Est-ce que Mike est un personnage de composition? Question de vestiaire? La prochaine saison, si jamais on la confirme. Oui, ben, la troisième est confirmée. Oui, la troisième est même presque terminée. Oui, Là, ça ils s'en sont vient. en tournage. Hein? Le montage est terminé, même. OK. Est-ce que Mike, oui, ressemble probablement à... Mike, c'est drôle parce que des fois, j'ai l'impression que c'est la version de moi-même que j'ose pas sortir publiquement. Donc, on te Vous savez, découvre davantage en écoutant la série. Ben, probablement, Mike, c'est un peu mes pensées intrusives dans ma tête. C'est comme ça que je le définirais. Mais c'est aussi... je me suis un petit peu inspiré de quelques personnes, mais je dirais pas qui. Mais... ouais, j'ai l'impression que c'est probablement un personnage qui m'aide à assumer plus qui je suis parce qu'il dit des choses que moi je dis pas nécessairement, mais que je pourrais penser des fois. Mais Mike puis Michel, dans le tutoriel avec Michel, ils sont pas si loin. Ils sont pas si loin que ça. Ouais, Ils sont c'est probablement ça. cousins. Ouais. Ils viennent de la même famille. C'est la même famille. En parlant de famille, justement, on a comme l'impression, en tout cas, quand on regarde cette série-là, que c'est une réelle famille. Il y a une gang qui s'est créée. Est-ce qu'on se trompe ou pas? Non, vous ne vous trompez pas du tout. On est rendu très proche. Il faut dire que tourner 3 saisons en maillot de bain, ça rapproche les gens. On peut dire ça. Quand on passe des 12 heures par jour ensemble, Mais en fait, oui, on est tous devenus des amis, puis on se voit même très régulièrement à l'extérieur du plateau. On s'organise des soupers, puis on va prendre des verres ensemble pour garder contact, parce que je pense que c'était important qu'on se soutienne dans toute cette expérience-là pour ce que ça va représenter dans nos vies après. Parce qu'on ne se fait pas d'illusions, il va y avoir un après-vestiaire un jour. Puis si on ne commence pas à s'entraider dès maintenant pour préparer la suite de ce que ça va amener dans nos vies, ça ne va pas contribuer à faire une belle série, puis ça ne va pas contribuer à nous aider dans nos objectifs de vie et de carrière. Donc, oui, c'est une famille, c'est des gens, je pense qu'on a vécu quelque chose de très unique ensemble, puis j'ai l'impression qu'on pourrait se revoir dans 20, 25 ans, puis ça va être comme si on s'était vu la veille. C'est vraiment ça le feeling que j'ai avec la gang. Mais vous ne vous connaissiez pas avant? On ne se connaissait pas du tout. Pas du tout. Donc, toute la complicité que tu as, particulièrement avec Dominique Sion, oui. Il n'y en avait pas dans la vie avant que Vestiaire arrive? Non, il n'y en avait pas. Mais Dominique, je me souviens, à l'audition, le feeling que j'ai gardé de l'audition de Vestiaire, c'est qu'il m'avait beaucoup testé sur ma capacité d'écoute et ma capacité à réagir. Puis je pense que c'est ça qui est le plus important dans le jeu. C'est pas ce que tu vas dire, c'est comment est-ce que tu écoutes l'autre. Puis quand il a vu que j'étais capable de, excusez l'anglicisme, mais de bouncer sur ses idées, puis d'improviser, puis de pas simplement me fier uniquement au texte, il a compris assez vite qu'il y avait une chimie qui était possible entre nous deux. Donc, c'est une chimie qui s'est transposée, je veux dire, dans notre amitié et dans la relation qu'on a aujourd'hui. Les conversations qu'on a, j'ai envie de dire les dérapages qu'on a, parce qu'on dit beaucoup de niaiseries quand on est ensemble, mais c'est vraiment devenu le prolongement de cette relation-là qu'on voit dans la série. Ouais. Il y a une grande complicité aussi qui s'est exprimée, qu'on a vue. C'est évidemment quand vous avez présenté un prix au Gala des Oliviers. Oui. Parle-nous-en un petit peu, parce que c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Tu le disais toi-même, tantôt on en parlait, et tu t'en fais, il y a encore plein de gens qui y font référence, et on n'a pas fini parce que c'est tout un numéro d'humour. Je pense qu'à chaque semaine, il y a des gens qui m'en parlent. Puis, je me suis beaucoup plus fait parler de ça, même que j'ai envie de dire de Vestiaire globalement depuis qu'on fait la série, parce qu'on est allé chercher un auditoire très, très large sur les réseaux sociaux, même jusqu'à l'extérieur du pays. Là. Je pense qu'il y a eu au-dessus de 2 millions de vues sur TikTok. Ça a été complètement fou. Là. Ça a dépassé complètement nos attentes. Puis c'est quand même un peu spécial parce que moi, je me souviens très, très bien.
la première fois que j'ai lu ce numéro-là, que j'ai reçu le texte, puis je me suis dit, ah, c'est drôle, mais pas plus que ça. Le texte, il venait d'où? Le texte, en fait, à la base, c'est Charlie Rousseau puis moi, on avait pitché 3 ou 4 idées différentes de numéros à l'équipe des Oliviers. Puis ils ont comme pris une de nos idées, puis ils ont fait du pouce là-dessus. Puis ils nous sont revenus avec une idée bonifiée, en fait. Donc, c'est un mélange un peu des deux. C'est ça, on a envoyé des trucs dans un premier temps, puis nous sont revenus avec une autre proposition. Puis je me souviens d'avoir lu la joke, puis de me dire, OK, ben, c'est drôle, mais c'est tout. T'sais. Mais je baigne tellement dans les jokes de personnes handicapées dans ma vie quotidiennement que c'est le genre de truc dont j'ai de la difficulté un peu à saisir l'ampleur maintenant pour quelqu'un qui n'est pas en contact avec ce genre de blague-là sur une base quotidienne. Donc, j'ai pas très bien évalué jusqu'à quel point ça pouvait résonner pour le public parce que j'étais justement trop impliqué dans ce type d'humour-là. Mais, donc, on a vraiment été dépassé par la réaction, là, même sur le moment quand c'est arrivé sur scène. Mais le gag d'échapper le carton, oui. Ça vient d'où? Ça vient d'eux. C'est eux autres? Oui, c'est eux autres, oui. Puis je dois dire que c'est un gag qui est très technique parce qu'il a fallu que je me pratique à échapper le carton de la bonne façon parce que c'est une enveloppe qui était très légère et qui pouvait partir dans n'importe quelle direction. Donc, si vous regardez même la vidéo attentivement, vous allez voir que je donne un petit coup de pouce au carton au moment pour qu'il s'éloigne, mais dans la bonne direction. Donc, c'était au millimètre près, oui. Alors, ce numéro-là a eu une très, très grande portée, oui. là, ça, comme tu viens de le dire, sur TikTok et tout ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a eu beaucoup d'autres choses dans la suite de Vestiaire. Oui, puis probablement que ce gag, pas ce gag, mais cette présence-là a fait peut-être découvrir à des personnes qui vous étiez et peut-être parce que la présence à Radio-Canada sur la chaîne générale, oui. C'est arrivé après. Non, c'est-à-dire que c'était déjà prévu dès le départ. Oui, mais est-ce qu'on l'avait vu à ce moment-là? Je crois qu'on était entre la saison 1 et la saison 2. OK. Si ma mémoire est bonne. Fait que ça a probablement invité des gens à oui, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont découvert la série à cause de ça. C'est sûr. Ouais. Les interrogations que tu t'étais faites dans la période avant Vestiaire, juste avant, oui. Comment tu réagis maintenant à le fait d'être peut-être un porte-parole des personnes handicapées, le fait d'être reconnu, etc. Est-ce que les conséquences que tu avais envisagées, est-ce que ça sont matérialisées? Bien, en fait, je suis très content que tout ça reste dans le positif. Je constate vraiment une grande ouverture d'esprit puis un bel accueil, en fait. Je pense qu'on est chanceux au Québec d'être dans une société qui est très inclusive, puis très chaleureuse, puis des commentaires négatifs sur Vestiaire, sur notre présence dans les médias, j'en ai presque pas vu. Je dis pas qu'il n'y en a pas, là, mais il y en a très, 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 très peu, beaucoup moins que ce à quoi je m'étais attendu. Je pense que j'ai voulu un peu me préparer au pire avant que ça commence. Okay. Mais disons que ça me rassure pour la suite, puis ça me prouve qu'on était prêt pour ce genre de série-là, puis ça me confirme que je suis à la bonne place aussi présentement. Quand il y a une firme de publicité qui communique avec toi, oui. En ayant en tête une publicité de Belle. Oui. Comment tu réagis quand on t'explique le pourquoi de la démarche? Bien, d'abord, j'étais très content parce que c'était François Saint-Amand, le réalisateur du pilote de Vestiaire, qui avait demandé à me voir. Ah. Parce que c'était lui qui faisait la publicité. Puis c'est lui qui s'est souvenu de moi puis qui m'a demandé en audition. Donc, c'est très flatteur. Puis ce qui était d'autant plus trippant, si je peux dire, avec cette pub-là, c'était que ça n'avait pas vraiment rapport que je sois en fauteuil roulant. Exactement. Oui. Donc, il n'y avait pas de référence à mon handicap. C'est-à-dire que je savais que la pub de Belle était passée dans le contexte des Jeux olympiques puis paralympiques puis qu'il essayait d'avoir une plus grande visibilité à ce moment-là, mais il n'y avait pas de lien direct dans la pub. Ça aurait pu être n'importe qui. Donc, qu'on fasse appel à moi vraiment plus pour mes qualités comiques, si on veut, ça, c'était vraiment le fun. C'était vraiment très le fun, ouais. Le fait que ça ne soit pas un rôle pour un handicapé, oui. Qu'est-ce que ça t'a fait, un petit velours? Comment tu as réagi à ça? Je me dis, bon, enfin, il y a temps. Oui.
C'est peut-être le début de quelque chose, d'une plus grande ouverture d'esprit de la part de diffuseurs, des entreprises, des publicitaires. Mais ouais, c'est... Tu as ouvert une porte. Ça a ouvert une porte. Tu es conscient de ça. C'est carrément un premier pas. Là. Oui. Puis je pense que c'est un peu ça qu'il faut retenir de toute cette aventure-là que je vis depuis 3-4 ans. C'est qu'en fait, c'est toujours des portes qui finissent par ouvrir d'autres portes. Puis, Vestiaire a amené énormément de choses. Puis si je prends un petit peu de recul puis que je regarde, là, c'est vraiment un projet qui ouvre une porte, qui ouvre autre chose, qui ouvre autre chose, qui ouvre autre chose. Donc, aujourd'hui, je suis dans une position où même si je me projette dans l'avenir, dans 20-25 ans, il va falloir que je me souvienne que la chose la plus importante, le déclencheur de tout ça, ça a été de reconnaître l'importance d'une audition comme celle de Vestiaire, puis de la travailler avec suffisamment de sérieux pour le décrocher, pour toutes les portes que ça a amené après. Parce que c'est plus juste le rôle, c'est toutes les conséquences que ça a amené. Ça dépasse vraiment le simple fait de jouer dans une série télé. Mais le fan en moi te dit, t'es un bon comédien. Ah ben merci, je vais le prendre. Attention à ce qui va suivre, là. Ah non, il n'y a pas de pas, rien. Mais je veux dire, ton approche comique, ta reddition de texte, tout ça, c'est vraiment... Le timing. C'est tout à fait... Je veux dire, le reste, là, on l'oublie très, très, très rapidement. Oui. La comédie, c'est du travail chirurgical, j'ai envie de dire. C'est un rythme extrêmement précis. C'est une musique. C'est probablement le style qui correspond le mieux à tout mon bagage d'expérience aussi. Parce que j'ai l'impression que dans le timing comique que j'essaie d'amener à l'écran, il y a vraiment autant du travail du monteur que du travail du réalisateur, que du travail de l'acteur, que du travail du musicien. C'est tout ça qui se matérialise dans l'esprit comique d'une scène. Ceci étant dit, tu n'as pas toujours été devant la caméra en étant comique. Je pense particulièrement au numéro du Gala Juste pour rire. Oui. Celui qui était animé par P.A. Méthode. Oui. C'est quoi la genèse de ce numéro-là? La genèse de ce numéro-là, en fait, pendant qu'on tournait la saison 2 de Vestiaire, c'est Dominique qui m'a amené l'idée qu'on fasse un numéro ensemble Juste pour rire. Donc, il a proposé l'idée du numéro, en fait, l'idée qu'on fasse un numéro ensemble. Puis ça a été accepté, puis on a passé plusieurs mois à l'écrire à 3, en fait. Là. Ça a été un travail à 6 mains au niveau de l'écriture. C'est très particulier d'écrire pour un gala parce que c'est un long processus. Ça demande aussi du rodage, ça demande beaucoup de répétitions, puis on fait tout ça pour à peu près 8 minutes sur scène et c'est fini, puis après ça, on oublie ça. Donc, c'est... Sauf qu'il y a des reprises à la télévision, oui, c'est ça. Voit... Il y a des reprises, puis c'est... Beaucoup repris, oui. C'est bien écrit dans notre contrat. Je pense que je me souviens plus si c'est 3 ou 5 ans, mais que ça va être... oui, ça fait partie du contrat. Ça fait partie du contrat. Parce que quand on soumet aussi un numéro à Juste pour rire, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont l'exclusivité de ce numéro-là pour un certain nombre d'années. Donc, c'est pas du matériel qu'on peut reprendre ailleurs dans d'autres contextes. Donc, ça leur appartient. Donc, le but, c'était de faire un truc assez original. Puis le but, c'était aussi d'essayer de pousser un petit peu la relation qu'on a dans Vestiaire à un autre niveau. Mais moi, j'avoue que je trouvais ça un peu stressant puis intimidant parce que Dominique, c'est quand même un gars que ça fait presque 30 ans qu'il fait du duo avec la même personne. Oui, c'est vrai. Fait que du jour au lendemain, se retrouver à la place de Martin, si on veut, là, parce que ça peut être un peu déstabilisant. Mais heureusement, on avait tout le travail puis la chimie qu'on avait développé sur le plateau pour Vestiaire. Pour Vestiaire, c'est ça. Tout à fait. Mais ouais, ça a été une super belle expérience. Pour vrai, j'ai adoré. OK. Je t'amène ailleurs je t'amène, c'est pas moi, mais l'humour, tu l'as beaucoup utilisé. Alors, comment est venue l'idée de Espace réservé? L'idée d'Espace réservé, en fait, nous, on n'a pas fait partie du développement du projet. On a été appelés après. C'est-à-dire que Espace réservé, c'était une émission qui se développait déjà chez Pixcom et chez Ami Télé depuis un certain temps. Puis quand ils en sont venus à l'étape de discuter d'animateurs potentiels, moi, j'avais eu une rencontre avec des gens chez Ami Télé pour parler un petit peu de mon avenir puis de mes ambitions, de ce que j'aimerais faire. Puis j'avais mentionné à la patronne là-bas que je m'intéressais à l'animation puis que j'aimerais ça faire ça un jour. Puis c'est elle qui m'a matché avec ce projet-là, en fait. Donc, ça a été un match, carrément.
Puis on est arrivé dans le projet d'Espace réservé, Dominique et moi, au moment où le développement du projet était déjà très, très avancé, mais nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'amener notre couleur humoristique dans le projet pour essayer de garder une certaine légèreté dans les conversations qu'on allait avoir. Parce que sur papier, Espace réservé, c'était vraiment une émission très, très, très sérieuse. Puis, on ne voulait pas que ça devienne une émission où est-ce que les gens viennent uniquement dire qu'est-ce qui ne va pas bien dans la société. Je pense qu'on sait que pour les personnes handicapées, ça ne va pas très bien de manière générale. Nous, ce qu'on voulait, c'était plus, Dominique et moi, je parle, amener des pistes de solutions pour garder un aspect positif. Donc, on a vraiment plus développé cet aspect-là, mais c'est arrivé, je dirais, très tard dans le développement du projet. Mais je tiens à dire aussi que Amis Télé non plus nous ont pas balancé sur un plateau de télévision sans rien. C'est-à-dire qu'on a tourné un pilote puis on a beaucoup travaillé sur l'esprit de l'émission avant d'en arriver au résultat qui est en ondes présentement. Mais la complicité que tu avais bâtie avec Dominique était basée sur le comique. Ah oui. Sur l'humour. Ben, c'est pour ça qu'on a accepté de le faire, c'est parce qu'on a du fun à travailler ensemble. Si vous voyez le résultat dans l'émission finale, mais ce que vous ne voyez pas, c'est les heures d'écriture et de préparation et de niaiserie qu'on se pitche entre nous pour préparer cette émission-là. Puis juste ça, j'ai autant de plaisir qu'à animer l'émission en tant que telle. C'est pas juste le produit fini, c'est toute la démarche qui est le fun dans un projet comme celui-là. Mais au-delà de la démarche, qu'est-ce que tu aimes dans cette émission-là? Parce que c'est quand même un nouveau rôle pour toi. Ce que j'aime particulièrement, c'est que je découvre que je peux être utile. Puis, moi, dans la vie, j'ai vraiment pas la fibre politique. Je me lancerai jamais pour devenir politicien. On dit jamais, jamais. Non, mais je vous le dis, là, jamais, OK? Et je vais le répéter, jamais, OK? Je ne ferai pas ça. Mais j'ai l'impression que là où je peux avoir un réel impact puis que je peux vraiment contribuer à faire avancer les choses, c'est en participant à une émission comme celle-là. J'ai moins l'impression de perdre mon temps que si je m'en allais dans le théâtre de l'Assemblée nationale pour faire un débat qui est un peu vide. Donc là, j'ai l'impression qu'on crée des vraies conversations, qu'on parle de vrais enjeux, qu'on est très proche de la réalité des gens, qu'on n'est pas du tout dans une déconnexion de la réalité, qu'on peut aussi amener des gens qui ne se parleraient pas nécessairement en temps normal, avoir des conversations entre eux. Espace réservé, c'est super important qu'on ait autant des décideurs que des personnes qui vivent la thématique, la situation. Mm-hmm. Donc, c'est de dire, bon, je pense qu'on aurait intérêt à ce que vous parliez, donc parlez-vous, mais nous, notre travail, c'est essentiellement d'être des passeurs de POC. Là. On passe la POC contre ces gens-là, puis on essaie de créer un dialogue. C'est ça. Mais je me sens plus utile en faisant ça que je pourrais en faisant d'autres choses. Oui. Puis tu as le temps aussi de t'intéresser au sport? Oui, bien toujours. Là. Un bon match de hockey, c'est toujours un bon match de hockey, oui. Mm-hmm. C'est quoi ta réalité d'aller dans les arénas? Est-ce que c'est facile? Bien, premièrement, je tiens à dire que j'étais un très grand fan des Nordiques de Québec, là, que ça a été un deuil pour moi quand ils sont déménagés au Colorado. Oh mon Dieu, j'avais pas ça dans ma recherche. Mais les Nordiques sont partis quand j'avais 10 ans. Puis où est-ce que je m'en allais avec ça? Oui, c'est ça. Moi, mon rêve, c'était de devenir gardien de but pour les Nordiques de Québec, là, avant de faire de la télévision, avant de faire du cinéma. Arrête donc! Ben oui. Puis ça m'a pris, je dirais, un autre 10 ans après qu'il soit parti à m'en remettre avant de commencer à m'intéresser aux Canadiens. Puis maintenant, bon, je suis un fan du Canadien parce que les Nordiques, un peu, c'est comme... je dis toujours, c'est un peu comme une ex qui est déménagée ailleurs. Là. Tu ne reviens plus en arrière. On passe à autre chose. Oui. Je pense pas qu'ils vont revenir... droit devant. Regardons droit devant. Mais j'aime le sport, j'aime la rapidité du hockey, j'aime la vitesse... c'est un sport qui s'écoute bien en faisant d'autres choses aussi. Mais est-ce que les arénas modernes sont bien adaptés à ta situation? Le Centre Bell, c'est une bonne question. Le Centre Bell, c'est un aréna qui est correct. Je dirais pas qu'il est bien adapté à toutes les situations. C'est un amphithéâtre qui est un petit peu spécial aussi, là, parce qu'on sent qu'il a été construit au centre-ville sur un terrain sur lequel il n'y avait pas beaucoup d'espace. Donc, tout est un peu compact à l'intérieur du Centre Bell. J'ai pas visité beaucoup d'autres amphithéâtres, mais globalement, ça se passe quand même bien. Ouais. Mais c'est toujours le fun d'aller voir quelques matchs à chaque année. Même, je suis allé
2-3 fois avec Dominique. C'est rendu une de nos activités. Qu'on fait ça va jusque-là. On comprend maintenant la complicité. Oui, ça illustre bien. Aller voir des matchs du Canadien, on fait ça dans le milieu des affaires, on fait ça dans différents milieux, justement, pour les rapprochements, pour le consolider. Oui, je pourrais vous dire que même il y a une année, on est allé, Dominique, moi, Michel Charette et Yann, qui est notre directeur photo sur Vestiaire, les 4 ensemble. Puis c'est une belle soirée dont je vais me souvenir très, très, très longtemps. Ouais. Fantastique. Là, ta carrière t'a amené en avant, en arrière de la caméra, montage. Si tu avais à faire une évaluation de ta carrière jusqu'à présent. Une évaluation? Oui. Est-ce que tu es heureux de où tu es présentement? C'est sûr que je suis infiniment plus heureux où est-ce que je suis présentement que dans toute ma période avant Vestiaire. Je pense que j'ai vraiment senti dans les dernières années que j'avais été capable d'aller chercher une... Je trouve ça un peu bizarre de dire cette expression-là, ma place. Mais une place... Une place? Ouais. Une place. Une place où je me sens plus à ma place. Mais pourquoi ta place? Pourquoi ta place? Tu hésites à dire ça? Ah non, c'est juste parce que j'ai encore un petit syndrome de l'imposteur que je combats toujours à l'intérieur de moi. Puis, tu sais, la série a du succès, là, mais moi, je fais encore le saut quand les gens me reconnaissent sur la rue. Là. Je ne suis pas habitué à ça. Là. À chaque fois, c'est comme « Ah oui, c'est vrai. Il faut que je me rappelle que je suis encore un petit peu connu. » Est-ce que tu signes des autographes? Pas des autographes, mais j'ai pris beaucoup de photos avec des gens. Je pense que c'est plus ça maintenant. Les gens veulent plus se faire prendre en photo que... Des selfies. Oui. On peut prendre une photo après si vous voulez aussi. Mais je vais dire tout de suite. Mais c'est drôle parce que j'allais te le proposer après l'émission parce que c'est très rare. Oui, j'aimerais beaucoup ça. Très rare qu'on a des gens qui viennent nous voir en studio pour le balado. Généralement, c'est ça. Donc oui, on fait ça après. Avec grand plaisir. C'est le côté fan encore. Pour aller dans la suite de la question à Yvan, c'est quoi tes ambitions? Là? Qu'est-ce que tu aimerais... Est-ce qu'il y a des rôles que tu aimerais jouer là? Ah, c'est une bonne question, ça. Des rôles. J'aime être surpris par les propositions. Des rôles. C'est parce que je ne peux pas rentrer dans trop de détails. Je sais qu'il y a des choses qui se développent présentement. Non. Des affaires dont je ne peux pas parler. Oui, c'est ça, mais il ne faut pas aussi. Ouais. Mais ce que j'aimerais pour la suite de ma carrière, si je peux dire ainsi, c'est qu'à la base, moi, je suis un gars de cinéma puis j'aurais envie de revenir au cinéma. J'aimerais ça avoir l'occasion de plus tourner du cinéma, que ce soit devant ou derrière la caméra. Il y a des choses que les gens ne savent peut-être pas encore. Une chose précisément, c'est que j'ai tourné un film, j'ai tourné un court-métrage l'an passé. Puis c'est arrivé très tôt dans le processus de production que Dominique est embarqué dans le projet pour me dire est-ce que ça te tente que je coproduise le film. Puis j'ai embarqué, je vous dirais, plus que la moitié de l'équipe technique qui travaille sur Vestiaire dans ce projet-là. Même Andréane Fortin a joué dans le film. On est parti 4 jours après Civil tourner un film dans le bois. Ça a été une des plus belles expériences que j'ai vécues. Donc, dans le bois? Oui. OK. Ça a été vraiment fou. En fait, on va-tu le voir? Présentement, il est en soumission de festival. J'attends les réponses. Donc, à ce point-là? Oui, mais ce que je peux vous dire... en exclusivité, c'est qu'on aimerait ça le développer en série télé puis qu'on travaille là-dessus. Donc, on est déjà en train de préparer la suite que ce projet-là pourrait avoir tellement on a eu du fun à le faire. Donc, mes ambitions, en fait, c'est de continuer à devenir maître de mes propres projets puis essayer de pousser les histoires que je peux raconter à des plus gros niveaux encore. Oui, c'est vrai. Tu m'avais déjà parlé de ce rêve-là de réaliser un film. Oui. As-tu des idées d'histoires que tu veux nous raconter? Ah, tout le temps, oui, mais je ne vais pas m'embarquer dans ça parce que... Mais ce que je peux dire, c'est que j'ai un tiroir plein de scénarios ou d'idées qui seraient possiblement... qui pourraient faire des bons scénarios, ouais. Puis, le handicap n'a pas un rôle particulier dans ces rêves-là? Bien, c'est-à-dire que si le handicap a un rôle, pour moi, ça va être un rôle de déconstruction. J'aime quand le handicap sort un peu de l'utilité narrative qu'on lui donne dans les séries ou dans les films. C'est-à-dire que je trouve que les personnages handicapés sont souvent prétexte à des lignes, des trames narratives dramatiques. Un personnage qui est malade ou qui a le cancer ou qui a un accident ou que faut tout le temps que ça soit lourd. Moi, j'aurais envie d'écrire des histoires où je vais un petit peu
contre-courant de ça. Pourquoi est-ce que la personne handicapée pourrait pas être le méchant, tu sais? Ah ben, Pourquoi pas? Est-ce qu'on peut aller jouer dans ces zones-là, amener quelque chose de différent, jouer avec le malaise, utiliser ça pour travailler les émotions, mais autrement? excellent. Alors, finalement, c'est que tu manques pas d'idées. Tu es vraiment un créatif. Peut-être que ça serait comme ça qu'on pourrait résumer ces nombreux rôles. Ah oui, tout à fait. Ces nombreuses fonctions qu'il a exercées et qu'il va certainement continuer à exercer. Bien, je pense que la créativité, c'est un muscle. C'est quelque chose qui se développe et qui s'entretient. Oui. Puis c'est important de garder ça actif. Ouais. Oui, ben dans ton cas, je pense que c'est un muscle qui est bien développé. Oui, c'est ça. Continue l'entraînement, Michel Cordet. Alors, on te remercie sincèrement d'avoir participé à ce balado-là. Moi, j'ai retenu un mot, là. Tu dis je veux être utile. Oui. Mais moi, je pense que tu l'es pas mal parce que ça nous a permis de rencontrer un être qui est généreux, qui donne au suivant à ta façon. Donc, pour l'utilité, je pense que tu peux te dire que ton ambition a été atteinte. Tu intègres l'humour dans tous les pans de ta vie et puis tu n'as jamais peur d'autodérision. On n'en a pas parlé de l'autodérision. Il y a tellement de choses qu'on aurait pu parler, mais bon. Alors, pour toi, l'humour, c'est un outil de sensibilisation puissant. Et puis, c'est vrai qu'il ne faut pas que ça se limite à faire comprendre et accepter les handicaps et les limitations d'une certaine partie de la population. Mais c'est une bonne partance. Puis, je veux dire, tu peux faire beaucoup de chemin, je pense, là-dessus. On a souvent entendu une espèce de dicton qui dit « quand on veut, on peut ». Et je trouve, en écoutant tout ce que tu as fait, c'est que ça l'illustre très bien. C'est un bel exemple parce que tu as longtemps rêvé d'être sous les feux de la rampe, mais c'est pas le détour. En fait, c'est pas ce que tu as fait au départ. Donc, tu as pris un détour, tu as travaillé en arrière-plan et ton rêve a fini par se réaliser. Et je te souhaite beaucoup de stand-up. Nous te souhaitons non seulement des rôles d'handicapés, mais des rôles tout court. Merci. Merci également à ton ami et complice Philippe Miquel, avec qui on a revu tes débuts finalement, et on a parlé de l'amitié brièvement, malheureusement. À la réalisation de Au-delà des limites, Mathieu Tessier. À la recherche et à l'animation, Yvan Deslauriers et Francine Forget. Au-delà des limites, c'est une production de Canal M, la radio de l'inclusion.